Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, une émission qui permet d'analyser, de décrypter, de commenter l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Pour ce numéro, 5 sujets sont au menu. Il s'agit de la crise qui se poursuit à la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux, de la grève des médias publics, des agents du service d'information du gouvernement et des directions de la presse et de la communication municipale. Nous parlerons également de l'audition d'anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré dans le cadre de l'enquête sur l'insurrection populaire, de la conférence de presse du CDP et de la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement et enfin du Gabon où les deux camps ont accepté le recomptage des voix sous l'égide de la Cour constitutionnelle. Alors pour débattre de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 4 confrères. Il s'agit de Ladi Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Également sur ce plateau, Drissa Traoré de l'hebdomadaire L'Opinion. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous Boukari Woba du bimensuel Mutation. Bonjour Woba. Bonjour. Et enfin Dacier de Bendouté de la radio Jeunesse. Bonjour. Oui, bonjour Sonia. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, le bras de fer entre le ministre de la Santé et le directeur général de la CAMEG se poursuit. Cette semaine, le nouveau conseil d'administration a tenté d'installer le nouveau directeur général pour un intérim de 3 mois. Les agents de la CAMEG s'y sont opposés. Les forces de l'ordre ont été déployées sur le terrain. Il a fallu l'intervention de l'avocat de la CAMEG pour mettre fin à cette tentative d'installation. Alors, chers confrères, que vous inspire ce feuilleton? On va le dire comme ça, hein, à la CAMEG. Bama. C'est tout simplement déplorable tout ce qui se passe à la CAMEG. C'est à la limite honteux pour notre pays, puisque quand on regarde ce qui se passe, c'est comme un jeu d'enfant qui se passe entre des personnes censées quand même incarner une certaine responsabilité, mais malheureusement que ça donne un jeu que nous autres on ne peut pas comprendre. Surtout quand on regarde les mobiles, les différents arguments qui circulent. Je suis concerné par tout ce qui se passe, surtout de la part du premier responsable même du département de la santé. Quand on regarde les actes qu'il pose et tout ça, moi je me demande bien à quoi ça rime. Hein? Quand on voit, il va jusqu'à prendre des notes de service qu'il annule du jour au lendemain. Il navigue à vue, on ne sait vraiment pas c'est quoi tout ça. On se demande bien si il est entouré par des conseillers et tout ça. À quoi qu'ils servent ces conseillers-là? Franchement, moi, je suis dépassé, quoi. Je suis dépassé par tout ce qui se passe à la CAMEG. D'accord. Oui. Alors, Dacier. Oui, merci. Je pense que maintenant, on doit dépasser toutes les analyses pour dire que, en termes de sociologie politique, c'est fait banal qui a occasionné une crise à la CAMEG sonne déjà l'échec du régime Kaboré. Parce que, pourquoi je le démontre, un régime qui est sorti issu de l'insurrection, qui est issu de la résistance du coup d'État, et dont les acteurs, c'est-à-dire les gouvernants aujourd'hui, étaient des anciens du régime déchu. Et du même coup, dans le pays, on a mis en place un haut conseil de réconciliation nationale, et aussi avec un peuple qui attend beaucoup des gouvernants. On ne peut pas s'imaginer qu'on puisse, de façon éclair, arriver à ce que j'appelle à ce banditisme d'État ou encore moins à ce braquage administratif. Parce que qui aurait cru dans ce monde, je dis bien dans ce monde, que le Burkina, post-Blaise Compaoré, va vivre une telle situation dans une boîte aussi sensible qu'est la CAMEG? Parce qu'actuellement, il y a des conséquences sur la santé des populations. Parce que si la CAMEG ne fonctionne pas, le ravitaillement aussi va connaître un coup. Donc, il ne suffit plus de s'asseoir et puis dire que, bon, voilà, il y a qui a raison, qui a tort. C'est déjà le fait qui sonne déjà l'échec du régime Kaboré. Et en temps normal, le ministre lui-même devait démissionner. Parce que c'est lui qui a créé la crise. Il n'y avait pas une crise à la CAMEG.
Donc, mais est-ce qu'à partir de ce seul acte ou bien de cette seule crise, on peut parler d'échec de tout? Oui, pourquoi? De toute la Parce gouvernance. que d'abord, ils ont raté la communication. On va maintenant dans ce pays de crise en crise. Parce que d'abord, il y a un problème de management des ressources humaines et des hommes. Deuxièmement, il y a une mauvaise gestion des ressources de l'État. Supposons que l'actuel directeur doit partir. Les dommages et intérêts qu'on connaît régulièrement au niveau de la CAMEC, un DG n'est jamais installé en bonne et due forme, ou bien n'est jamais parti en joie. Toujours, ça finit au tribunal et on dédommage. Les 140 millions, plus de 140 millions qu'on a utilisés pour dédommager les anciens DG, ça peut construire ou équiper combien de CSP? Même à l'intérieur. Vous prenez par exemple les ambulances qui sont dans les SEMA. Si en temps normal, si ce n'est pas parce que tu es malade, si on te dit de rentrer là-bas, tu vas refuser. On a vu. Chaque fois à Radio Genèse, j'interpellais le gouvernement pour le CSPS de Wayalguin, derrière le camp CRS. Si vous arrivez là-bas, ce n'est pas la peine. Mais pourquoi on va prendre de l'argent pour donner, jeter par la fenêtre? Donc, ce n'est pas le seul fait. Et ce n'est pas un fait banal. Pire, je dis bien pire, ils sont allés jusqu'à créer une nouvelle CAMEC avec un nouveau récépissé et en même temps avec une nouvelle administration. Du moment où l'ancien n'était pas. Donc, vous voyez, dans un contexte où l'État même crie et dit aux citoyens, ouais, il y a l'incivisme, il faut serrer la ceinture. Bon, je pense qu'il n'y a plus à tourner, quoi. Les faits sont clairs, c'est un échec parce que eux-mêmes, ils ont fait leur mea culpa et ils ont promis à la population de redresser le pays. Mais si vous créez ces problèmes dans l'administration, actuellement, au niveau du ministère de la Santé, tout le monde aura peur. C'est autour de quel directeur général? D'accord. Alors, j'allais dire, vous avez changé mon dispositif, j'allais dire donc Woba. Alors, comment vous analysez tout ce qui se passe donc à la CAMEC aujourd'hui? Merci Sayon. Je pense qu'on devrait être au jour d'aujourd'hui dans une sortie de crise. C'est plus ou moins cela parce que lorsque deux entités sont opposées, des personnes physiques comme des personnes morales, quand vous n'arrivez pas à vous entendre, vous déportez devant les juridictions. Ce sont les tribunaux qui décident de qui a raison, de qui a tort. Et au jour d'aujourd'hui, il y a eu au moins 2 décisions de justice. Et lorsqu'on analyse toutes ces 2 décisions de justice-là, elles sont défavorables au ministre de la Santé. Elles sont défavorables au gouvernement. Parce que le nouveau récépissé dont faisait cas Dassé tout à l'heure, qui en réalité crée une nouvelle CAMEC, le tribunal a décidé qu'il faut surseoir à l'exécution de ce nouveau récépissé. Donc sans nouveau récépissé, pas de nouveau conseil d'administration, pas de nouveau PCA, pas de nouveau DG. Donc la situation doit rester en l'état. C'est-à-dire que la CAMEC doit être dirigée par son ancien président du conseil d'administration, son ancien directeur général, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que je pense qu'il doit avoir un autre jugement dans le fond qui va même peut-être annuler complètement ce nouveau récépissé-là ou alors reconnaître la validité de ce nouveau récépissé. En ce moment, peut-être le ministre peut imposer les hommes qu'il veut mettre aujourd'hui à la tête de la CAMEC. Mais si je maintiens au fait aujourd'hui qui est que c'est la justice qui prime, c'est la justice qui nous départage dans un état de droit, alors je pense que le ministre doit cesser toutes ces manœuvres-là que nous sommes auxquelles nous sommes en train d'assister et laisser effectivement l'ancien PCA avec l'ancien DG dont les mandats sont toujours en cours, donc de continuer à assumer leurs fonctions. Je suis davantage dessus parce qu'on peut résumer cette situation en une phrase de Maître Tougma, c'est bien Tougma, donc l'avocat Jean-Charles, je pense. Exactement. Il a dit, si c'était un État, on parlerait de coup d'État. Et c'est exactement ça. Vous avez des personnes qui ont un mandat. On ne leur reproche absolument rien. Et un beau matin, le ministre de la Santé se lève et dit, il faut que ça change. Et pour rappeler un peu, moi j'aime partir d'où la crise est venue. C'est juste parce qu'on a renouvelé le mandat du directeur général. Le ministre de la Santé a estimé que non pas qu'on ne devait pas renouveler le mandat du DG, mais parce qu'on a renouvelé son mandat dans les divers, dans l'ordre du jour qui était consacré donc au renouvellement du DG là, c'est dans le point qui a trait aux divers qu'on a procédé à ce renouvellement. Il dit que ce n'est pas normal. Donc peut-être il estime que c'est tellement important que ça ne doit pas être un point de divers.
le conseil d'administration dit ok, pas de problème, on convoque une nouvelle session, on se réunit et on renouvelle, je peux dire en bonne et due forme cette fois-ci, le mandat du DG. Le ministre n'est toujours pas satisfait et cette fois-ci il revient, il demande complètement donc, le départ du DG, il veut remplacer lui ses représentants au niveau du conseil d'administration et il veut nommer un nouveau PCA. Je pense que la crise, dès le début de la crise, le ministre n'avait pas raison. Et au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on suive la fin de cette crise-là. Parce que les tribunaux, d'une manière ou d'une autre, de mon point de vue, ont tranché, parce que 2 décisions successives, intermédiaires au jour d'aujourd'hui, ne donnent pas raison au ministre de la Santé, ne donnent pas raison au gouvernement, parce qu'il faut qu'on aille au-delà du ministre de la Santé. Si le ministre de la Santé est en train de faire cela et que ça dure déjà plus d'1 mois, je pense qu'il n'est pas en train d'agir à son seul nom. C'est au compte du gouvernement, d'autant plus que c'est même le gouvernement qui avait entériné un certain nombre de ces propositions, de ces décisions. Donc je pense que c'est tout le gouvernement aujourd'hui qui est interpellé. En tout cas, l'affaire suit son cours, parce que rien qu'hier seulement, je pense qu'il y a un cabinet du nouveau PCA donc, qui a tenu une conférence de presse pour toujours insister sur le fait que voilà, la nouvelle direction, si on peut le dire, le nouveau conseil d'administration est entre griffes légales. Drissa. Oui, merci bien. Je pense que le ministre Soumaïla Ouedraogo, c'est son nom, n'est pas sa première équipée. Parce que bon, l'affaire de la CAMEC a été suffisamment médiatisée. Sinon, les informations sont exactes. C'est quelqu'un aussi qui est en train de tuer la recherche sur le paludisme, en mutant des gens, en sémant de n'importe quoi à peu près. Et il fait, comment dirais-je, vous avez le centre de recherche sur le paludisme au niveau de Ouagadougou. Il prend une équipe qui est au sein de Nanoro et il nomme le chef d'équipe comme le responsable du centre de palu à Ouagadougou, qui aussi a une unité de recherche sur le paludisme. Donc ce genre de mutation, je pense que ne contribue pas vraiment à donner un environnement assez serein pour les chercheurs. Bon, je crois que ça n'a pas été assez médiatisé, c'est passé comme ça. Bon, il croyait qu'il pouvait continuer de la sorte, dans cette pagaille de vouloir récompenser forcément des amis. Bon, peut-être c'est la goutte d'eau qui a dû déborder le vase. Il y a aussi qu'au niveau des chercheurs, ça ne va pas. Vous voyez, à Ouaguia, ça ne va pas. Actuellement, à Fadangourma, ça ne va pas. À Tinkodo, le DG est obligé de démissionner. Et encore, c'est les mêmes problèmes. On vous pousse à la démission et l'État est obligé de vous dédommager. Pour revenir sur la crise de la CAMEC, qu'est-ce qu'il lui coûtait de laisser, après un mandat, et puis respecter l'État tout simplement? Et ce qui fait mal aux gens, et bon, dis-moi, ce qui suscite la curiosité, c'est que il ne reproche pratiquement rien à la nouvelle, au directoire actuel de la CAMEC. Simplement juste parce qu'on veut récompenser un ami. Et bon, voilà, on fait un forcing au texte, on viole les textes pour pouvoir récompenser des amis politiques. Je pense que c'est des pratiques vraiment qu'on croyait vraiment d'une autre époque, mais si ça a perdu, je pense que c'est quand même assez, comme les uns et les autres ont pu le soulever, assez vraiment décevant pour vraiment un nouveau régime qu'on croyait qui allait vraiment donner un peu d'espoir au Burkinabé. D'accord. En tout cas, l'affaire est de nouveau devant, cette fois-ci, la justice et notamment le tribunal de grande instance qui devrait définitivement trancher le mardi 13 décembre. C'est un débat qu'on a fait ici pendant longtemps. On ne va pas trop durer sur cette phase, ce volet de l'actualité de cette semaine. On va progresser avec donc cette grève des médias publics. Il y avait des policiers, je le disais tantôt, à la CAMEG. Le 7 également, il y avait des policiers armés devant les studios de la télévision nationale, devant les studios de la radio nationale, parce que les agents étaient tout simplement en grève. Alors, pendant donc le meeting à la Bourse du Travail, ça a été démontré que c'est un abus, donc c'est une entorse, si on peut dire, aux droits des travailleurs. Oui, Woba. Bien sûr, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout compris. Je crois que c'est à travers un de vos reportages que j'ai pu voir des hommes
de tenue qui étaient armés, qui paradaient dans les couloirs de la RTV, et je me suis demandé c'est quoi exactement le problème. Les agents sont en grève et ils ne sont même pas dans les locaux des médias. Et ils se sont retrouvés très tôt le matin à la bourre du travail et ils y sont restés pratiquement jusqu'au soir. Et après, ils se sont séparés, les uns et les autres sont rentrés chez eux. Et même que lorsqu'un agent dit qu'il est en grève, rien ne l'empêche de se rendre à son service. Voilà, c'est quand même ton lieu de service. Il y a un attachement qui fait que je peux venir au service, mais ne pas travailler. Donc, je ne peux pas comprendre que la CRS, des forces de l'ordre comme ça, viennent occuper une maison qui, en plus, se trouve être un média. Parce que c'est... Oui, ils sont à la porte et j'espère peut-être qu'ils entendent. Dans tous les cas, on ne parle pas forcément d'eux directement. J'imagine qu'ils ont dû recevoir des directives. Donc, il y a un ministre de la Sécurité intérieure, certainement, il y a un DG. Donc, c'est des ordres qu'ils ont reçus pour venir occuper les locaux de la RTV. Et cela est déplorable. Je pense que ça ne devait pas arriver. Malheureusement, c'est arrivé. Une fois de plus, nous allons interpeller les autorités pour le respect tout simplement des principes. J'imagine qu'aller en grève, c'est autorisé et aller en grève, ça ne devait pas susciter tant de frilosité qu'on permette aux gens de circuler librement. D'autant plus que dès le lendemain, le service a repris correctement. C'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs. D'accord, oui. Et Drissa? Oui, mais en fait, à la suite de ce qu'il vient de dire, je dirais que les travailleurs peut-être des médias publics doivent rester vraiment assez vigilants. Parce qu'ils ont un ministre qui, forcément, ne les aime pas. Voilà. Parce que, pourquoi vous dites ça? Puisque, moi, je trouve d'abord même que, on l'a suivi dès la formation de ce nouveau gouvernement. Il était votre invité, il a dit clairement ses intentions par rapport aux médias publics. Apparemment, il n'est pas pour les médias publics. Ça, je pense que, même s'il n'a pas dit clairement, mais à analyser autrement ses propos, il n'est pas favorable vraiment à l'expansion des médias publics. Alors, ensuite, je trouve même un conflit d'intérêts entre son poste et voilà, ce qu'il est avant de venir à la tête du département de la communication. Il est promoteur d'un média, privé, qui se retrouve à gérer les médias publics. Est-ce qu'il y a une mission? Je n'en sais rien. C'est juste des hypothèses que j'essaie de mettre. Il y a peut-être une intention souterraine d'affaiblir les médias publics pour essayer de faire émerger peut-être les médias privés dont il est un des promoteurs. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que je demanderai vraiment au travail des médias privés d'être très, très vigilants avec le chef du département. Parce que, depuis qu'il est là, ses sorties sur les médias publics n'ont jamais été assez favorables. Voilà. Donc, je pense que, peut-être c'est des mauvaises intentions que je lui donne, mais voilà, on attend de voir. Oui, en tout cas, concernant la grève elle-même, c'était une première. Ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de journal de 13h à la télévision, ni de journal de 20h. Alors, Ladjibama, comment vous avez vécu donc cette grève dans les médias publics? Non, en fait, moi je crois que nos nouvelles autorités, nos anciennes nouvelles autorités, j'allais dire, n'ont vraiment pas tiré leçon de tout ce qui s'est passé dans ce pays. C'est la conclusion à laquelle moi je finis par parvenir. Parce que déjà au soir même de l'élection présidentielle, sur un plateau ici, moi je disais déjà que les autorités actuelles devaient se rendre à l'évidence qu'ils ont un nouveau Burkina à gérer. Ce Burkina qu'ils ont en main, dont ils ont en main la destinée aujourd'hui, ce n'est pas le même Burkina que Blaise Compaoré a géré. Ils doivent le considérer pour dire. Parce que quand on regarde, ils continuent de penser que non, on peut continuer de... Vous avez parlé de la CAMEC, où se trouvent les forces de l'ordre. Après, c'est à la RTB. On pense pouvoir intimider les travailleurs à travers ces manœuvres-là. C'est se mettre le doigt dans l'œil. C'est fini ça. Les Burkinabés ont fini avec le RSP, c'est plus ces choses-là. Il faut que les gens se ravissent, viennent à la réalité, prennent à bras le corps
les préoccupations des travailleurs et se mettre à les résoudre de façon sérieuse. Cette façon de faire, vouloir intimider les gens à travers ces choses, ça ne peut plus marcher, c'est fini. Ça, c'est fini. Donc, moi, quand je prends le problème des travailleurs des médias publics, il ne faut pas qu'ils se laissent berner, comme Idrissa l'a dit. Il faut qu'ils se mobilisent résolument pour amener ces autorités à rendre gauche. Parce que c'est des choses qui ont été acquises sous la transition qu'ils demandent. C'était consigné sur du marbre. Il n'est pas question aujourd'hui de venir les mettre en cause. Voilà. Et le ministre actuel lui-même, il était dans la commission nationale de réconciliation qui a eu à arrêter toutes ces choses-là. Ce n'est pas lui aujourd'hui, Camille, qui va venir remettre en cause ça. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Et surtout quand je me rappelle son passé où il était à la tête de la télé Canal 3, qui distribuait les cartons rouges à tout bout de champ. Aujourd'hui, qui se retrouve aujourd'hui à remettre en cause même ses premières convictions. On ne peut pas comprendre ça, ce n'est pas possible. Donc moi, je pense que les travailleurs doivent en tout cas se mobiliser davantage et les amener à prendre au sérieux leurs revendications. Alors, il y a certaines personnes ici qui pensent que ce que le syndicat, donc le Synatic, demande, c'est un peu trop d'acier de Bendouté. Oui, merci. Je pense que ici, il faut se mettre dans cette sagesse de la tortue qui dit qu'il faut que chacun lutte. Parce que elle, la tortue, Dieu voulait la créer pierre. Elle a rougi les yeux, Dieu a mis les pieds. Donc aujourd'hui, elle, la tortue, elle a les pieds, elle marche. Donc pour dire qu'il faut à tout bout du champ lutter. Parce que cette lutte, cette question de lutte, ce n'est pas que c'est un problème en soi, mais c'est la culture politique française qui est comme ça. Quand vous regardez dans tous les pays francophones, on avance à pas de lutte. Il n'y a jamais eu dans un pays où les gens ont tracé des programmes de progrès comme chez les anglophones. Non, partout c'est comme ça. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous regardez actuellement la question de la police qu'on a amenée, mais c'est pas que... On ne peut pas comprendre. À la télé, à la radio, déjà, il y a la BAC. Il y a la BAC qui sécurise les coins. S'il y a un problème, mais c'est ces unités qui sont là, qui sécurisent les coins, qui doivent vous faire le rapport. Vous n'avez plus besoin de mettre du carburant, déplacer des gens, venir faire... Non, comme l'a dit aujourd'hui, là, d'après Gou, mais on n'a pas peur de blanc. Les gens ne sont plus à cette intimidation prête. Les gens veulent maintenant qu'on donne une réponse, comme ça a été même le slogan de campagne du président Kaboré. Donc la réponse. Les gens attendent qu'il y ait la réponse à nos problèmes. Maintenant, si on dit que c'est trop, c'est pas trop. On a vu les magistrats, ils ont réclamé leur titre de troisième pouvoir, ils l'ont eu. On dit la presse est de quatrième pouvoir. Mais pourquoi aujourd'hui, avec tout ce que la RTB a subi, et moi je suis très sensible aux archives, les pertes qu'on a eues ici à travers les saccages, si on doit payer ces images demain, ça nous fait combien de millions qu'on doit dépenser? Donc, je pense qu'il faut travailler à redorer le blason de notre télévision parce que la télé, là, c'est l'image. Quand vous prenez aujourd'hui, au niveau de notre télévision, ça ne couvre pas le territoire. J'ai dit à bâtir, on ne peut pas gagner la télé nationale ni la radio nationale. Radio Gawa n'atteint même pas Bâti, qui est à 67 km de Gawa. Ben, voilà des réalités comme ça sur lesquelles il faut travailler concrètement pour avancer. 21e siècle, un pays, on dit non, il y a des attaques dont les médias publics n'arrivent même pas à couvrir tous les territoires. Et maintenant, il y a des grèves, les gens en font un problème. Et vous vous rappelez, j'avais dit que non, en temps normal, le gouvernement doit tout faire pour que cette grève n'arrive pas. Parce que le gouvernement a demandé une trêve aux syndicats. Les syndicats ont fait la trêve. Nous sommes en train de boucler la première année de la gouvernance Kaboré. Et maintenant, après la trêve, on n'a pas vu le gouvernement planifier la résolution de la crise. Et mieux, à l'intérieur aussi, on n'a pas vu en tout cas une fidélité aux acquis sous la transition. Parce que l'administration, c'est une continuité. Maintenant, si vous revenez, c'est que les gens avaient arrêté, vous dites que non, vous ne voulez pas, et ça crée des problèmes, des grèves. La chute de Blaise Compaoré a commencé comme ça. Et je pense qu'actuellement, il faut le dire, le président Roch-Marc Kaboré manque d'analyse sociale qui vont lui donner des plans de relance de ces pays. Ça, il faut le dire, parce que les gens oublient que c'est des crises sociales. On est passé de crise sociale en crise sociale. Aujourd'hui, c'est les mêmes crises sociales que les gens sont en train de vivre, mais ils ne se rendent pas compte que c'est déjà un échec, parce que, en tant que sociologue, je l'ai dit, parce que si vous laissez prendre du terrain, les crises prendre du terrain, arrivé à un moment donné, vous ne saurez plus sur
quel pied vous allez danser, puisque vous allez régler où pour résoudre les problèmes, puisque partout il y a des crises. Donc il faut planifier la résolution des crises, et je pense que le fait que les syndicats ont fait une trêve, il faut les féliciter pour pouvoir faciliter le dialogue. Voilà déjà les médias, comme je l'ai dit, les médias quand ils sont en grève, c'est toute l'humanité qui est au courant. Donc ça ne fait pas une bonne image. Et c'est comme ça que le CDP avait raté la communication sous la gouvernance de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, on est en train de vivre le même raté en termes de communication. Le gouvernement ne sait pas communiquer. D'accord. Alors, on va s'il n'y a pas de réaction, hein, oui, très rapidement. Non, dans le fond, je pense que la situation, elle est bonne. Elle est bonne parce que cette mobilisation qu'on a vue à l'occasion de cette grève-là, elle est sans pareil. En 2014, exactement le 16 juillet, c'était la première fois pratiquement que les agents des médias publics avaient osé, parce que ce n'est pas toujours facile dans le public, et particulièrement dans le domaine des médias, où tous les jours vous êtes surveillés, vous êtes suivis, voilà. Donc le 16 juillet en 2014, il y avait eu ce sitting-là qui était historique. Mais cette année, c'est un record de battu encore parce que la mobilisation était exceptionnelle au point qu'effectivement, comme vous l'avez relevé, il n'y a pas eu de journal parlé, il n'y a pas eu de journal télévisé. Je pense que ça devait marquer les esprits et je pense que résolument nos autorités devaient s'engager dans la résolution des problèmes de la RTB. Il y a un point positif, c'est que il y a le côté social, il y a le côté effectivement professionnel, liberté d'expression, voilà, assurer le professionnalisme. Je pense que il y a des avancées. Je suis fier qu'aujourd'hui on soit sur le plateau de la RTB pour parler de cette grève, pour parler du ministre qui certainement n'a pas encore pris sérieusement la mesure de la chose. Et je pense que c'est une bonne interpellation et les auteurs doivent aller de l'avant pour résoudre définitivement ces problèmes des médias publics. D'accord, alors on va avancer parce qu'on a beaucoup d'autres sujets à débattre sur ce plateau. On va parler donc de cette audition d'anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Beaucoup d'entre eux, une quinzaine donc, ont été auditionnés à la gendarmerie de Paspanga dans le cadre donc de l'enquête sur l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Il s'agit là donc de déterminer leur rôle dans ces événements. Alors, comment vous avez vécu ça? C'est comme une avancée. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu d'audition sur ce dossier. Oui, Traoré. Oh, une avancée, moi ça me surprend quand même ces auditions-là. Parce que je trouve ça un peu loufoque. Vous savez, bon, pour rester un peu légaliste, parce qu'on dira que non, c'est dans le cadre, c'est une enquête judiciaire qu'ils sont en train de mener, certes, il n'y a pas de problème, puisque la transition a pris des résolutions pour pouvoir les entendre, bon, au niveau des choses, comment on appelle ça, au cours de justice. Maintenant, quant à la suite judiciaire, je me dis que ça ne va pas aboutir à grand-chose. Et je m'explique. Quand on voit les éléments qui ont amené les arguments avancés développés par le CNT en son temps et actuellement par la commission rogatoire, bon, je dirais que on reproche, on veut auditionner on dira, quand on dit par exemple l'expression des anciens ministres de Blaise Compaoré, je ne suis pas d'accord, c'est les ministres de la République, voilà. On veut auditionner des gens à qui on ne reproche pas et on ne dit pas aux Burkinabés qu'est-ce qu'ils ont fait. On dit non, que parce qu'ils ont participé à un conseil des ministres qui a abouti à ça, qui a entériné, voilà. Maintenant, moi je me dis que voilà, c'est ça qui me fait rire un peu. Parce que, voyez-vous, à travers le monde, les grandes démocraties, les gouvernements ont pris souvent des lois qui ont abouti à des choses, à des conséquences, à des manifestations très violentes. Vous prenez par exemple une chose, comme on appelle ça, en 2006 en France, avec le contrat première embauche du gouvernement de Villepin en son temps. Vous voyez les manifestations qu'il y a eu, même tout récemment, la loi travail en France. Même ici chez nous, le mettre des casques, quand on avait, comment on appelle ça, on voulait mettre en application le port des casques. Ça crée des émeutes.
Donc, on ne peut pas dire parce que vous avez pris une résolution, une loi, vous avez voté un projet de loi qui aboutit peut-être à des manifestations et on doit vous entendre pour ça. Donc, je me dis que, et si on doit rester dans cette logique, je suis d'accord, puisque c'est une procédure enclenchée par la transition, bon, il faut rester légaliste, il faut y aller, mais il faut suivre, il faut être dans la logique. Après, je pense, comment dirais-je, ces ministres, on doit pouvoir entendre aussi ceux qui ont réclamé la paternité de l'incendie de l'Assemblée nationale, qui ont même appelé les gens à manifester, à mener des jeunes dans la rue. Il faut qu'on les entende aussi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous partagez l'avis de Traoré? On va donner la parole à Bama d'abord. Non, je ne peux pas partager son avis, ce n'est pas possible, parce que le partager, c'était comme se renier soi-même. C'était comme méconnaître l'insurrection populaire qui a eu lieu dans ce pays. Hein? Moi, j'allais dire que ces auditions viennent même tard, c'est pas assez tôt. On attendait depuis longtemps. Moi, je n'ai pas compris pourquoi depuis même la fin de la transition, la Haute Cour de justice est restée assez tout ce temps-là inerte. Pourquoi tout ce temps-là? Mais moi, c'est la question que je me pose. Hein? On est tous d'accord ici que des gens ont été tués dans ce pays par le fait d'autres personnes. Qu'on cherche à comprendre dans quelles circonstances ça s'est passé, je ne vois pas où est le problème. Et quand on dit qu'on veut entendre quelqu'un, on ne dit pas qu'il est coupable de quoi que ce soit. Quand Driss a dit qu'il ne comprend pas pourquoi on veut les entendre, mais en ce moment, la justice est là dans le pays, pourquoi? Mais s'ils n'ont rien à se reprocher, ils vont à la justice, disent qu'ils n'ont rien à se reprocher, la justice les entend et ils rentrent chez eux, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on ne doit pas les entendre? Je ne peux pas partager un tel avis. Donc moi, j'ai dit, c'est assez tard d'avoir attendu tout ce temps-là pour le faire. Mais en même temps aussi, j'ai dit qu'il faut qu'on reste vigilant parce qu'avec ces autorités-là, ils ont cette manie à chaque fois qu'ils sont coincés de sortir ce genre de choses juste pour amuser la galerie, pour nous dire que oui, on est en train de faire quelque chose pour que les gens se rasseyent et bon, la routine continue. Donc moi je dis que c'est bien de les avoir entendus, mais il faut que la procédure puisse aller jusqu'à son terme et que la justice soit dite dans cette affaire. Parce qu'on a trop attendu, ça fait bientôt 2 ans maintenant que ça dure, il faut que ça finisse. D'accord. Ouba. Non, ce que Traoré doit savoir d'abord, la crise des banlieues en France et d'autres crises qu'on a vécues ces derniers moments en France, ça n'a pas conduit à un changement de régime. C'est le critère fondamental d'abord. Et je peux vous assurer, M. Traoré, que si les 30 et 31 octobre n'avaient pas abouti au départ de Blaise Compaoré, au renversement du régime, ceux qui ont occasionné effectivement cette insurrection, ceux qui ont brûlé l'Assemblée nationale, comme vous dites, allaient d'une manière ou d'une autre payer pour leurs actes. C'est ça le rapport de force. Et nous sommes en politique. Il y a eu insurrection, il y a eu soulèvement, il y a eu changement d'ordre. Donc c'est un nouvel ordre qui est là et il n'y a pas de doute qu'on puisse demander des comptes effectivement à ceux-là qui étaient là, qui d'une manière ou d'une autre peuvent être considérés comme ceux qui ont été à la base, à la cause de ce soulèvement populaire-là. Donc, sur le fait déjà, le fait qu'on a changé de régime, ça amène à demander des comptes effectivement à ceux qui sont partis parce qu'il y a eu un changement de rapport de force. Voilà. Donc, si Blaise était toujours là, nous allions payer pour l'incendie de l'Assemblée nationale. Maintenant, sur le fait d'auditionner ces ministres-là, c'est d'abord peut-être parce qu'ils sont poursuivis. Hein? Parce que, voilà, on a dit, pour avoir tenu ce conseil des ministres-là, le CNT avait voté une résolution voilà, pour que toutes ces personnes-là puissent répondre devant les juridictions. Même s'il n'y avait pas eu cette résolution, si on veut véritablement avoir la vérité sur l'insurrection populaire, à qui allons-nous aller poser les questions? Ce n'est pas à moi ou au bas. C'est au gouvernement qui était là, qui a pris les initiatives pour nous amener vers une destination donnée et que malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés et on connaît les conséquences effectivement de cette entreprise-là. C'est à ce gouvernement-là qu'il faut demander de nous expliquer l'entreprise de modifier l'article 37, comment ça s'est passé. Quelle est la responsabilité individuelle de chaque ministre dans ce projet-là? Parce que cette responsabilité individuelle-là, elle est très importante. Nous sommes au pénal. Et au pénal, on dit, la sanction-là, elle est individuelle. Il ne peut pas avoir de sanction collective en tant que telle au pénal. Et là, depuis qu'ils ont été mis en cause devant la Haute Cour de justice, on n'a pas vu véritablement d'acte. Et c'est ce que Ladji Bama était en train de dire. Aujourd'hui, on peut même dire heureusement
que ces ministres-là sont appelés à répondre. Et je pense que c'est même bien pour ces ministres-là. Il y en a qui n'ont même pas reçu la convocation, mais qui s'y sont rendus. Ils ont juste entendu qu'effectivement, on veut les entendre par rapport à cette affaire d'insurrection-là. Et les ministres, ils sont allés, ils sont arrivés, ils étaient détendus, ils étaient contents de se retrouver, ils ont causé, ils sont entrés. On leur a posé des questions. On les a posé des questions sur ce fameux conseil de ministres extraordinaire qui a adopté effectivement le projet de modification de l'article 37, l'avant-projet qu'il fallait envoyer à l'Assemblée nationale. Donc je pense que le fait qu'ils soient appelés à témoigner, à répondre aux questions des gendarmes, pour moi, c'est une très bonne chose. Et je ne m'attends pas à ce que tous les ministres soient condamnés. Parce que condamner tous les ministres, ce serait dire, c'est le conseil des ministres là, en tant que tel, on condamne. Or, moi, je tiens à ce qu'on recherche la responsabilité individuelle et personnelle de chaque ministre dans ce projet-là. Et la responsabilité n'est pas la même d'un ministre à un autre. Ok, oui, très rapidement, Dacier. Oui, je pense que cette convocation est politique. Parce que nous sommes à l'approche du 15 de l'anniversaire du coup d'État et en même temps de l'insurrection. Il faut faire quelque chose pour calmer le peuple, comme l'a dit Lagui Bama. Sinon, en toute honnêteté, en toute objectivité, dans la gestion de l'État, et en tant qu'un bon homme d'État, la première des choses qu'on puisse faire à l'endroit de ces gouvernements-là, c'est d'abord demander à voir comment on peut saisir les biens. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Les gens ont exploité l'État, c'est la première des choses. Les biens de certaines personnalités, parce que c'est le premier problème du peuple. Comment aujourd'hui, parce qu'après l'insurrection, on n'a jamais appris qu'on a rapatrié les biens de quelqu'un, il y a eu, comme on appelle ça encore, blanchiment d'argent. On ne s'est pas attaqué à ces choses-là. Maintenant, on s'attaque à des choses purement politiques. Et maintenant, ce que dit Traoré, je suis quelque part d'accord avec Traoré, parce qu'il faut reconnaître de la vérité dans ce qu'il dit. Quant à la formulation même, ils disent que les ministres qui ont participé au gouvernement et au conseil des ministres qui ont été... Non, ils ont très mal posé le problème. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec lui, c'est politique. Il faut répartir à l'Assemblée, qui avait déjà validé le projet de modification de l'article. C'était un débat à l'Assemblée. Donc, si on reste dans leur logique, il faille convoquer encore les députés du CDP qui, à l'Assemblée, avaient reconnu que légalement, le projet, l'article 37 est modifiable. Donc, à ce niveau, il ne faut pas qu'on se voile la face. Si vous voulez travailler... Oui, c'est un projet de gouvernement, mais... Il ne faut pas que les gens continuent. Rappelez-vous au niveau de, comment on appelle, les mandats d'arrêt qu'on avait émis. C'est comme ça qu'ils sont sortis. Pourquoi les gens s'enlisent dans des débats de mots? Je suis d'accord avec Traoré. Il faut bien formuler les choses. Vous ne pouvez pas venir dire que non, on veut convoquer parce qu'ils ont participé au conseil. Normalement, c'est un gouvernement. Et ça rejoint ce que tu dis. S'il doit participer, en quoi, par exemple, cette modification de l'article 37 intéresse, par exemple, entre guillemets, un ministre de la Santé ou bien un ministre de l'Élevage? Mais c'est le gouvernement, les conseils des ministres, ils sont partis. Mais d'un point de vue juridique, il y a d'autres structures, d'autres personnalités qu'il faut indexer. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut... C'est justement pourquoi on dit que c'est individuel et que chacun doit aller pour dire comment lui n'a pas de responsabilité dans l'affaire et puis il rentre sur lui. Oui, ceux qui auront une responsabilité engagée... Ils ont mal formulé en fait l'expression. Il ne faut pas dire que les ministres qui ont participé, parce qu'ils ont participé au gouvernement, il faut trouver une autre formule qui soit claire. Si on dit qui on peut rechercher dans cette affaire, si ce n'est les ministres, puisque le gouvernement, c'est le gouvernement qui est chargé, donc, je vais dire, de gérer les affaires d'un État. Et si c'est le gouvernement également qui a décidé d'envoyer le projet donc à l'Assemblée nationale, alors qui d'autre on pouvait écouter ou bien auditionner dans cette affaire? C'est pourquoi je dis c'est à eux de fouiller ceux-là qu'on peut indexer précisément. Si vous formulez comme ça, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais moi mon problème c'est l'expression qu'ils ont utilisée. Et c'est ça qui fait le flou et même l'objet de ce débat. Et c'est ce même problème qu'ils ont eu avec les mandats d'arrêt. On a bien compris ta position. Non, oui, là, Dibama, très rapidement. Les gens parlent comme si c'était une affaire déjà jugée. On est en phase d'instruction d'une affaire. Il faut ratisser l'âge. On n'a pas dit que ceux on veut entendre là sont coupables. Ceux dont ils parlent qui ne sont pas engagés là. Mais le fait d'aller se faire entendre à la gendarmerie, en quoi ça les rend coupables? Ils vont dire non, en quoi ils ne sont pas engagés comme il est dit, et puis ils rentrent chez eux.
Parce que la justice est là pour ça. C'était comme les gens parlent souvent quand il s'agit de justice, comme s'il y a des gens qui sont là, qui sont faits pour aller se faire entendre. Il y a des gens qu'on ne doit jamais entendre. Nous tous, autant que nous sommes des justiciables. Moi, chaque jour, quand on me dit la justice veut m'entendre, je suis très pressé d'aller me faire entendre. Quand je suis pas d'accord. Oui, je ne vois pas où est le problème. D'accord, donc on va laisser. Non, ils ne sont pas on coupables. va laisser Ils vont se faire Traoré. entendre et puis ils rentrent chez eux s'ils ne sont pas coupables. Justement, Traoré. En réalité, les uns et les autres ont parlé d'amuser la galerie. Effectivement, on est en train d'amuser la galerie. Parce que, oui, en réalité, je vois, c'est un dossier vide. Ça veut dire qu'il faut être vraiment truc. On est dans un domaine, comme vous l'avez dit, le pénal. Il s'agit des textes. Est-ce que ces ministres... Bon, je suis en train peut-être d'anticiper, sinon je ne pense pas qu'on puisse aboutir à une inculpation dans ces dossiers-là. Parce que, comme il a dit, le problème est très mal posé. On dit non, que tu as participé à un conseil des ministres, après il y a eu des émeutes, on doit t'entendre pour ça. Oui, on va t'entendre. Maintenant, quand on reste dans cette logique, la question qu'on va poser, quelles sont les lois que tu as violées? Est-ce que ces ministres ont agi contrairement aux textes et lois à la constitution du pays? Je pense que non. Je pense qu'ils ont légalement agi. Non, je pense. Oui, je pense que seulement, pour moi, ils ont légalement agi et ça aboutit. Voilà pourquoi j'ai pris des exemples sur des pays, dans les grandes démocraties, où souvent on prend des mesures qui aboutissent vraiment à des manifestations violentes, à des morts d'hommes. On a vu le barrage de Civenne en France, ça aboutit à des morts d'hommes. Voilà pourquoi j'ai dit non, je ne suis pas contre ces auditions-là, mais qu'on suit la logique. Qu'on continue à auditionner. On doit aussi entendre chez lui-ci, puisqu'on a parlé de cette loi que certains ont estimé qu'elle était une loi d'exclusion, c'est-à-dire qui devait exclure tous ceux qui ont appartenu au gouverneur Blaise Compaoré de ne pas participer aux élections. Voilà, qu'on appelle la loi shérif. Non, mais là, on sort un peu du cadre. Je ne sors pas du cadre. Non, je on sort un peu du cadre. On parle d'un problème bien précis. Tout à fait, tout à fait. Je vous dis qu'on doit rester dans la logique. Parce que lors de l'examen de cette loi-là, il y a eu mort d'homme. Awa Traoré, de la NAFA, elle est morte sous la charge des policiers à Bobo Dioulasso. Ce n'est pas vrai. Cela avait été démenti et à l'époque, même la famille de la victime avait reconnu que sa mort n'est pas imputable au force de l'ordre. Ce n'est pas vrai. Même la famille de la victime l'avait reconnu. Ce n'est pas imputable. C'est imputable. On s'éloigne, on revient. Donc, on a entendu. Non, on ne s'éloigne pas. En fait, moi, je reviens dans le débat pour dire que si on doit continuer, il y a eu, après les coups de force, même ceux qui ont dit que non, que la Constitution est tout ça là, tous ceux on doit les entendre. Ceux qui ont contribué à ce que les militaires prennent le pouvoir, on doit les entendre, puisque c'est des choses qui étaient interdites par la Constitution. Donc je me dis que... Ce que je veux que Traoré comprenne, nous sommes en politique, il y a certainement l'affaire judiciaire, mais il y a surtout la donne politique. Vous avez parlé de la loi Chérif. C'était le 7 avril lorsqu'on adoptait cette loi. Il y a eu une tentative d'insurrection. Je veux dire que l'autre camp qui avait été renversé le 30 et 31 octobre a voulu faire le match retour. Ça n'a pas marché. À considérer que le 7 avril-là, on avait effectivement réussi à faire avorter l'adoption de cette loi-là et à incendier le CNT comme certains déjà l'avaient projeté. Mais absolument, on serait en train de demander des comptes à Chérif ici, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait Roch qui serait assis à Kossiam. Ce serait été quelqu'un d'autre. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un changement. Ce rapport de force-là, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Maintenant, le fait de sanctionner les ministres, on peut les sanctionner de plusieurs manières. Il y a eu une première sanction déjà, la sanction politique. Moi, je l'appelle ainsi. L'exclusion dont vous parlez là, moi, je pense qu'on n'aurait même pas eu besoin d'aller adopter un code électoral. Quand vous commettez une faute, vous devez vous attendre à des sanctions. Oui. Ça peut être une récompense. On va donner la parole à Bama, oui. C'est vraiment pour finir sur ce point. Ça doit comprendre qu'ici, là, nous ne sommes pas des magistrats. C'est pas nous qui jugeons ici. Lui, autant il peut désigner des gens pour dire qu'ils doivent être entendus, autant il doit admettre que tout le monde doit être entendu. Il ne peut pas... Si quelqu'un parle, il peut dire non, un tel doit être entendu, et un tel d'autre non. Moi, je suis d'accord que tout le monde soit entendu. S'il peut faire en sorte que tous les citoyens soient entendus, moi, je suis d'accord pour tout ça. Mais il n'a pas le droit de dire non, un tel n'est pas coupable. Il n'est pas un magistrat. Si quelqu'un parle, il dit non, qu'un tel là, on ne doit pas le faire entendre parce qu'il n'est pas coupable. Non, c'est ce que tu dis. Non, j'ai dit que... Non, j'ai dit que je ne suis pas contre... Non, je ne suis pas contre les auditions, mais quand on suit la logique, ça veut dire qu'après ces ministres-là, on parle des conséquences. Qu'on suit la logique. Par ceux qui ont commis les coups d'État. Il y a eu des coups d'État. Il y a eu 2 coups d'État. Il y a eu ceux qui ont réclamé. Oui, Honoré a dit qu'il a parlé de coups d'État.
Zida est venu par un coup d'État. Et il y en a qui ont dit que c'est eux qui ont conduit vraiment l'incendie de l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est des conséquences. Je ne suis pas contre les auditions. Mais qu'on suit la logique, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je vous dis, il appartient aux gouvernants de formuler clairement les choses. Sinon, eux-mêmes, ils se créent des problèmes. Personne ne compte, mais il faut prendre... Non, ce n'est pas mal formulé. Je ne dis pas que c'est mal formulé. Les ministres qui étaient en fonction à l'époque qui sont visés. Et moi, je pense que même un ministre qui était en mission, qui n'était pas ce jour-là à Kosiam, doit répondre effectivement de cette résolution-là. Donc ce n'est pas le fait de participer au Conseil des ministres, c'est que vous étiez en fonction et à l'époque vous êtes censé conduire le pays. C'est vous qui conduisez le pays vers une destination et comme j'ai dit, le bateau a chaviré. Vous devez répondre. Comment vous vous êtes pris pour qu'on en arrive à cette situation-là? C'est de ça les chacun questions. a donné son point de vue sur la question. Je pense qu'on va avancer pour ne pas être pris par le temps. Alors, au cours de la semaine, on a eu 2 conférences de presse, l'une du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, et l'autre de la coalition des forces démocratiques pour... un vrai changement, donc une coalition dirigée par Zéphirin Diabré. La question donc dont nous venons de faire cas est revenue donc au cours de la conférence de presse du CDP. Alors le CDP qui pense comme, je vais dire, Traoré, qui pense qu'il y a un lien entre ces auditions et puis alors son congrès qui sera organisé, je pense, le 24 décembre. Bon, et septembre plutôt. Alors, on ne va pas revenir sur ce problème, mais ce qui est commun, on va le dire, à ces 2 conférences de presse, c'est cette affaire, donc, je vais dire, d'organisation de la conférence des insurgés. Alors, les 2 parties ont parlé de cette affaire. Le CDP dit qu'il est mathématiquement exclu donc, de cette conférence des insurgés. Drissa Traoré. Effectivement, et je crois que j'ai entendu les propos du vice-président du CDP qui m'a fait sourire. Il y a les insurgés, il y a les victimes. Voilà, des insurgés, c'est pas un truc comme ça. Bon, ouais, mathématiquement, effectivement. Mais maintenant, peut-être dire que pour moi, je pense que les gens se demandaient pourquoi une telle initiative de la part de Zéphirin Diabré. Je me dis qu'il faut pas, il faut aussi comprendre le chef de file de l'opposition. Il a été coiffé au poteau une première fois. On dit chat échaudé à peur de l'eau froide. Maintenant, je me dis il est actuellement à la recherche d'une stratégie de choses, de repositionnement. Puisqu'ils ont lutté ensemble, entre griffes, ils ont lutté ensemble avec le MPP, etc., qui est venu à la dernière minute, qui a pris le pouvoir le laisser. Voilà. Maintenant, le CDP revient à son niveau. Je me dis qu'il va se dire, est-ce qu'il ne faut pas rester encore beaucoup plus vigilant pour ne pas encore se faire un peu doubler entre griffes comme le MPP l'a fait. Donc, je me dis qu'il est peut-être en train de chercher à garder, cette mayonnaise en cherchant à resserrer les rangs au niveau de ce que vous appelez généralement les insurgés. Et que pour pouvoir avoir le maximum de choses, le maillage au niveau de choses du territoire national. Je me dis c'est de bonnes guerres de stratégie, de choses d'occupation des terrains. D'accord. Alors, Woba, on va dire que vous avez finalement été entendu par la coalition ZEF 2015 qui a finalement changé de nom, comme vous l'avez dit sur ce même plateau. Anachronique qu'on soit en 2016, que l'objectif ce soit désormais 2020 et que nous parle de coalition ZEF pour 2015. Donc ils ont déjà rectifié le nom, mais c'est l'approfondissement aussi d'une déchirure dont nous avons fait cas sur ce plateau-là. En créant cette coalition, on crée forcément un cloisonnement à l'intérieur du CEFOP. Et moi, je pense que ça ne devrait pas venir des Zéphirin Diabré, qui doit être le garant quand même de l'unité au sein du CEFOP. Vous avez vu justement la réponse que Achille Tafsoba a donnée par rapport à son initiative d'organiser la Convention nationale, bien cette conférence nationale des insurgés. Donc, ils ne se sentent pas concernés. Il y a déjà effectivement ce couac-là et qu'à l'intérieur, il crée ce cloisonnement-là pour se retrouver entre lui et puis quelques autres partis politiques, certainement qui vont être plus proches
qu'avec les autres, moi je trouve que ce n'est pas bien. Le CEFOF a besoin d'être fort au jour d'aujourd'hui. Et je ne pense pas que ZEF, seul entouré de ces partis, qui ne sont pas aussi significatifs que cela, en dehors de ZEF, je ne vois pas un autre parti à côté de ZEF, là, dans cette coalition-là, qui a un député et non pas d'élu national. Certains ont peut-être un, deux conseillers, pas plus que ça. Je pense qu'ils ne sont pas politiquement signifiants. Donc le simple fait de créer cette coalition, ça nuit purement et simplement à la cohésion au sein du CEFOP et ça fragilise l'opposition. Oui, mais il faut rappeler aussi que Achille Tapsoba a dit lors de cette conférence de presse que le CDP reste toujours affilié donc, au CEFOP et que certainement ils auront d'autres activités à réaliser ensemble. Bama. Non, en fait, moi je crois que cette crise en griffe, c'est pas si on peut l'appeler déjà crise, mais cette situation était inévitable parce que c'était congénital même à la nouvelle configuration du CEFOP. Oui, parce que là, vous trouvez des gens qui étaient au pouvoir, qui ont été à la base d'une insurrection, qui avaient perdu leur pouvoir et qui se retrouvent à faire le ménage avec ceux-là qui étaient leurs contradicteurs, leurs adversaires au moment de cette insurrection, qui se retrouvent par la force des choses à faire le ménage ensemble. Naturellement, ils ne peuvent pas s'entendre parce que, et c'est tout à fait logique que le CDP ne se reconnaisse pas dans cette histoire d'insurgé, il ne peut pas se reconnaître dedans. C'est tout à fait logique. Maintenant, de là à dire que Zéphirin aussi n'avait pas le droit de le faire, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que, quoi qu'on dise, l'insurrection laisse quand même un moment historique de ce pays. Que quelqu'un se reconnaisse, cherche à s'identifier à ce moment-là, moi je crois qu'il n'y a pas mieux politiquement exploité. Donc, Zéphirin ne peut pas s'empêcher aussi de chercher à s'identifier à cette insurrection, chercher à commémorer cette date-là. Et je crois que la grande majorité des Burkinabés aujourd'hui se reconnaissent dans cette insurrection. Zéphirin ne peut pas, pour plaire au CDP, se départir des insurgés. Donc, je ne sais pas comment ils vont finir par s'entendre, mais... voilà. Oui, on va poursuivre, on va peut-être si on a le temps. C'est peut-être dans les termes qui posent problème. Il a dit conférence nationale des insurgés. Si on dit une conférence nationale sur l'insurrection, par exemple, l'insurrection, c'est aussi bien ceux qui ont été victimes de l'insurrection que ceux qui ont fait l'insurrection. Mais les insurgés, c'est tout autre. C'est une entité, c'est un groupe de personnes. Donc là, ça exclut. Mais l'insurrection, c'est tout le monde. Ça devient... que le CDP se reconnaisse dans l'insurrection. Ils peuvent ne pas se reconnaître dedans, mais moi j'ai dit, aujourd'hui, l'insurrection a forcément impacté le CDP. Là où le CDP se retrouve, là, c'est du fait de l'insurrection. Peut-être qu'ils ont rectifié ça aussi, parce que je vais juste citer un document de cette coalition. Ils disent que l'objectif principal de cette conférence nationale sur l'insurrection vise à commémorer l'événement et à pérenniser les acquis de ce moment. Alors, on n'a pas entendu d'acier sur cette question. Alors... Très rapidement. Moi, je ne sais pas ce qu'on gagne dans tout ça. Parce que si vous avez remarqué depuis un certain temps, on est très, très bavard politiquement, mais concrètement, le pays n'avance pas. Moi, je ne pense pas que ces choses-là puissent nous faire avancer. Même la question du CEFOP, moi, j'ai dit qu'il faut laisser tous ces financements-là, donner l'argent, former la jeunesse. À l'université, il y a des gens qui cherchent des bourses pour leurs thèses, pour leurs choses. Parce que, voilà, des institutions, parce que ça ne nous amène nulle part. Parce que, rappelez-vous d'une chose. Lamizana avait dit que la Haute-Volta souffre plus du manque d'imagination de ses fils que de la rareté des ressources de son sol. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, nous menons plus de débats politiciens que de débats sur la construction du pays. Il n'y a pas de méritocratie, il n'y a pas de regard. Par exemple, quand vous prenez le SOFOP actuellement, cette coalition, ce n'est pas étonnant. Avant que ZEF n'arrive, il y avait le focal. Les gens, c'est-à-dire les gens ont toujours avancé avec des sociétés civiles et après c'est dans ces sociétés civiles-là que les gens arrivent au pouvoir. Tout de suite on parlait du ministre, on disait ses convictions. Il n'y a pas de conviction dans ce que nous faisons quelque part. Les gens peut-être gueulent pour qu'on les voit, pour qu'ils soient populaires, afin un jour qu'on puisse les payer. Regardez après l'insurrection, tous ceux-là qui étaient dans la société civile, ils ont eu des postes, après tout le monde s'est tué, chacun allait payer sa voiture, il est en train de... Non, tout le monde n'a pas eu, mais la majorité... Oui, c'est pas même pas la majorité, c'est même une minorité. Non, mais les leaders, les gens savent ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, moi je pense que cette coalition, c'est pas étonnant. Et il faut reconnaître qu'au niveau du CEFOP actuellement, c'est de l'inceste, hein. Comme l'a démontré là, c'est de l'inceste, on ne peut pas parvenir à quelque chose. Et moi, je reviens encore pour dire au gouvernement ROC,
et au président Roch, il faut nécessairement qu'on fasse une réunion ou une conférence nationale pour se mettre d'accord sur un certain point et tracer une feuille de route pour le pays. Le pays va très mal, il n'y a rien qui tient debout. Il n'y a aucune institution au Burkina, on va dire là-bas, là, ah, les Burkinabés, si tu touches ça, tu les as eus. Parce qu'ils défendent ça, rien. À tous les niveaux, il n'y a pas une institution qui tienne debout. Dépassons les débats politiciens. Voilà. Aujourd'hui, quand vous prenez sur le terrain... Non. Sinon, on est déjà dans les limites du temps. Si on je voulais juste le soutenir justement en disant qu'à trop regarder dans le rétroviseur, on risque de prendre les décors. D'accord. Alors, on va très rapidement dire un mot sur la situation au Gabon. Alors, les deux parties, on va le dire, ont décidé finalement d'aller au recomptage des voix. C'est la Cour constitutionnelle qui va mener l'opération. Alors, pensez-vous que la vérité des urnes sera dite cette fois-ci? En 30 secondes pour chacun. Dacier, très rapidement. Bon, je ne pense pas. Parce que même si on se recomptage, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'on a accepté le recomptage. Et il ne faut pas oublier qu'en Floride, quand George Bush fils devait venir, on a refusé les voix après le comptage de Al Gore. Et George Bush est passé parce que les gens voulaient que George Bush passe. En Côte d'Ivoire, Gbagbo a réclamé le comptage, ils ont refusé. Aujourd'hui, les gens viennent accepter le comptage. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que j'ai dit, il faut que les Gabonais se mettent ensemble, sinon on risque de les embrasser. Déjà que la France a annoncé l'arrivée de ses militaires et puis pour protéger. C'est comme ça commence. En temps, on dit à les ressortissants, il ne faut pas aller ici et on commence à envoyer des cargos. Voilà, des cargos pour dire qu'on va faire sortir nos ressortissants parce qu'on sait qu'on a allumé un feu, la fumée commence à sortir, il reste la flamme. D'accord, oui, Bama. Moi, je dirais tout simplement, attendons, parce que là, je crois qu'il ne faut pas déjà se mettre à épiloguer sur quelque chose qui arrive vers nous. Et tout le monde a demandé ce recomptage. Dieu merci, tous les partis sont accordés dessus. Moi, en tout cas, je suis très, très impatient de voir ce recomptage, ce que ça va donner. C'est tout ce que moi, je peux dire. D'accord. Oui, moi, je veux dire rapidement que certains cas d'école, ce qui se passe au Gabon, ça nous montre à nous, les Burkinabés, que ce n'est pas toutes choses qu'on règle avec violence. On a eu des problèmes ici au Burkina. On a prévu incendier l'Assemblée, mais là-bas, ils ont eu la sagesse. Ils ont assemblé. Ce que j'ai dit, mais finalement, ils ont recouru à la justice. Je crois que c'est beaucoup plus sage. Mais toujours est-il que c'est un jeu de, comme quelqu'un le dit, de ping-pong, etc. Mais toujours est-il que c'est comme si Jean Ping voulait dire j'ai le droit d'être populaire chez moi et toi, tu n'as pas ce droit-là. Tu as fait 100% habitant dans ton fief, l'autre, il le fait aussi dans le sien. Bon, on se plaint. Voilà, on attend effectivement de voir ce que ça a donné. Oui, le dernier mot. D'abord, je ne suis pas d'accord avec une certaine opinion qui dit que passé en Côte d'Ivoire, on avait demandé le recomptage des voix. On n'a pas recompté, donc au Gabon, ne recomptons pas. Non, en Côte d'Ivoire, moi, j'étais pour le recompte des voix. Et jusqu'à aujourd'hui, si on peut trouver moyen de recompter les voix en Côte d'Ivoire, recomptons-les pour nous assurer que c'est bel et bien... Non, attends. Pour nous assurer que c'est bel et bien Alassane Ouattara qui a gagné. Donc j'ai dit, en Côte d'Ivoire, j'étais pour le recomptage des voix. Au Gabon, c'est la... Bon, je le dis parce qu'il y a des gens qui font cette comparaison. La commission électorale n'a pas pu proclamer les résultats, c'est différent. Mais écoutez, des gens ont demandé un recomptage, mais on recompte. Si je suis sûr d'avoir gagné, en recomptant là, qu'est-ce que ça m'enlève? On va recompter et on va trouver que j'ai gagné. Donc en Côte d'Ivoire, j'étais pour le recomptage des voix. Au Gabon, je suis pour le recomptage des voix. Je ne comprends pas ceux qui disent en Côte d'Ivoire, on n'a pas compté les voix. Pourquoi on veut compter les voix au Gabon? Vous pensez que la vérité sera dite cette fois-ci? Je ne suis pas sûr. Vous savez, on a reproché à Ali Bongo d'avoir certainement triché. Il n'a pas nié d'avoir triché. En retour, il dit non. Ping aussi a triché chez lui. Et par conséquent, c'est lui qui se précipite pour aller déposer recours contre Ping. Et c'est pourquoi Ping s'est senti piégé, parce que Ping était piégé. S'il ne dépose pas, Ali a déposé contre lui. La Cour constitutionnelle va donner droit effectivement au recomptage des voix dans la province, dans le fief de Ping. Et on va découvrir effectivement une fraude. Pendant ce temps, Ping, qui n'aurait pas déposé le recours, était un mauvais démocrate. C'est le piège. Merci en tout cas donc, pour ce débat. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau